À la une ce soir, une visite présidentielle mouvementée pour Emmanuel Macron. Le président de l'association des maires a boycotté son arrivée avant finalement d'accepter une rencontre en fin de journée, tandis que plusieurs centaines de manifestants étaient dans la rue. Les locataires de la Jaille sont passés à l'action. Ils ont occupé la voie publique ce matin ainsi que la mairie pour dénoncer une tentative de spoliation de la SICOA et accusent le bailleur d'empoisonnement à l'amiante. Un coup de force qui a porté ses fruits car des rencontres auront lieu la semaine prochaine. Le Kazakia de Saint-Domingue a envahi la Guadeloupe. À Gachette, à Port-Louis, le département a lancé des travaux pour s'en débarrasser afin de rendre ce site plus agréable car il envisage des projets écotouristiques pour cette partie de l'archipel. Et le Yersin de Monaco est amarré en ce moment à Fort-de-France en Martinique. Il s'agit de l'un des navires scientifiques de la Principauté de Monaco qui étudie les océans aux quatre coins du globe. Visite à la fin de ce journal. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Je ne suis pas le Père Noël parce que les Guyanais ne sont pas des enfants. Je suis ici avec de l'ambition pour la Guyane. Voici ce qu'a déclaré le président de la République Emmanuel Macron à son arrivée dans la commune de Maripasoula en Guyane. Mais bien avant de donner le ton de cette visite, Emmanuel Macron était accueilli dans un climat tendu, marqué par l'absence du président de l'Association des maires de Guyane. Reportage Gaël Ouassim, Pierre Tréfou. C'est sous une chaleur écrasante que le président de la République a foulé le tarmac de l'aéroport Félix-Éboué en fin de matinée. Il a été accueilli avec les honneurs républicains. La dernière fois qu'il était venu, c'était en tant que candidat au mois de décembre dernier. C'est sa première visite en tant que président. Avec son équipe ministérielle, il a été accueilli par le préfet de Guyane, le président de la CTG, les parlementaires et les différentes autorités judiciaires et académiques. Le maire de Matoury faisait aussi partie du comité d'accueil, un honneur pour lui. C'est un honneur pour moi d'accueillir le président de la République sur le territoire communal. Et puis, bon, je pense que pour la suite, c'est un très bon message à l'adresse des Guyanais. Je pense qu'on l'attendait aussi. Non pas en voyage pour le plaisir, mais je pense que la population attend beaucoup de cette visite du président. L'association des maires a demandé audience auprès du chef de l'État, audience acceptée. Il devrait rencontrer Emmanuel Macron dans la soirée. Quant au député Gabriel Serville, il prendra part au dîner républicain afin d'aborder les problématiques du territoire avec le chef de l'État. Moi, je considère qu'il faut que l'on soit capable d'établir un vrai dialogue constructif avec le président. Il y a des temps forts pour ça et je ne vais pas rater l'occasion de lui rappeler ce que sont les desiderata, ce que sont les demandes de la population. Je suis un représentant de la population, un représentant de la nation. Je suis tout à fait dans mon rôle en le faisant ainsi. Le chef de l'État devra rester 48 heures sur le territoire. Il assistera à la conférence des régions ultrapériphériques et lancera officiellement en Guyane les assises des Outre-mer. Et puis peu après son arrivée, plusieurs centaines de personnes ont défilé cet après-midi dans les rues de Cayenne. À l'appel du collectif pour la Guyane décollée, ils réclament l'application stricte de l'accord de Guyane. Reportage Stéphane Govinda. Ce n'était pas la foule du 28 mars, mais près de 2000 Guyanais se sont déplacés dans les rues de Cayenne afin de demander au président de la République le respect des accords de Guyane. Solidarité guyanaise. Là aujourd'hui, c'est le cœur qui parle, la fierté d'être guyanais. Et voilà, on a encore plus envie de se battre pour un meilleur vivre dans ce pays. C'est vrai que ce n'est pas la foule du 28 mars, mais par rapport à tout ce que j'ai entendu sur les jours précédents, je considère que c'est une belle réussite. Et c'est une manière de dire à M. Emmanuel Macron et aux membres du gouvernement que les Guyanais sont toujours dans l'attente d'un certain nombre de décisions que nous avons actées le 21 avril et pour lesquelles on voudrait voir la traduction à travers les décisions du gouvernement, notamment dans le projet de budget pour l'année 2018. La question de l'évolution statutaire est bel et bien posée. Aujourd'hui, les attentes des manifestants n'ont pas beaucoup évolué, 6 mois après la mobilisation de mars-avril 2017. Pour moi, le changement statutaire, il est presque évident. Il est presque évident dans un premier temps, parce que c'est plus une première étape. On ne peut pas
mendier, on ne peut pas affronter les problématiques qui sont les nôtres aujourd'hui et rester les poings liés et les mains liées dans des problématiques d'un article 73, surtout avec les promesses que le président avait faites. Le cap être reçu par... Et puis demain, le président Emmanuel Macron répondra aux questions des journalistes. Un entretien co-présenté par Farouk Amri et un journaliste de Guyane Première. Il sera diffusé demain soir sur ATV Guadeloupe à 19h30. Et puis retour en Guadeloupe, nous vous en parlions dès le début de cette semaine. Le collectif des locataires de la Jaille est en colère. Le bailleur social SICOA veut revendre aux locataires ses logements à près de 4 fois son prix d'achat. Des logements pour la plupart vétustes et contaminés par l'amiante. Le collectif de défense mobile s'est emparé du dossier. Ils ont occupé la voie publique ce matin. Reportage Nathalie Dinan, Patrick Curie. Les habitants des résidences Tous à l'ouverture, Mulâtre Solitude et Louis Delgrès à la Jaille sont révoltés suite à la découverte d'amiante dans les logements qu'ils occupent depuis près de 30 ans. La SICOA a lancé la vente sans certaines précisions. Il n'a pas fallu plus pour qu'ils se rendent en mairie pour faire toute la lumière sur cette affaire. Ces 3 lotissements sont bourrés de problèmes, d'accord ? Absence de permis de construire, absence de certificat de conformité, absence d'achèvement de travaux. Et voilà, on est dans des lotissements qui n'existent pas, on n'existe nulle part. Et nous apprenons maintenant, après 29 ans, qu'on a été exposé à de l'amiante. Nous avons fait des travaux, qu'il y en a dans les surfaces planes, qu'il y en a en fait sur le carrelage, qu'il y en a dans les salles de bain. Donc qu'est-ce que la SICOA nous répond ? Aujourd'hui, ils nous disent quoi ? Pour nos familles, pour nos enfants qu'on a exposés, pour nous. Ils nous ont exposés pendant 29 ans. Ils nous disent quoi aujourd'hui ? Beaucoup de questions restent en suspens, tant sur les risques encourus lors d'une longue exposition à l'amiante que sur la conformité des logements. Aidés du collectif de défense mobile, les résidents de la Jaille exigent des réponses à toutes ces interrogations. Depuis décembre qu'on a appris que la SICOA voudrait vendre, depuis là, on a essayé de faire des choses correctement. On dit, voilà, puisque on vous dit qu'il y a de l'amiante, ça fait 25 ans qu'on est là-dessus. Donc notre santé, c'est avant tout quelque chose d'extraordinairement important. Les logements ne sont pas dans les normes. Les logements possèdent du thermite. Et les termites, normalement, vous devez absolument faire en sorte de l'enlever. Ces bémaotiens excédés ont obtenu un entretien avec une délégation municipale. Une rencontre est prévue dans les prochains jours avec toutes les parties. Et le collectif a effectivement obtenu un rendez-vous avec les services techniques de la mairie de Bémao lundi prochain. Une autre rencontre devrait avoir lieu avec la SICOA, la mairie et le président de la région, mais aucune date n'a été indiquée. Mobilisation surprise des agents de route de Guadeloupe aujourd'hui. Très tôt dans la matinée, ils avaient bloqué plusieurs points névralgiques de la Guadeloupe, du front de mer à Basse-Terre au pont de la Gabarre en passant par la Riviera à Gosier. Une mobilisation qui a été levée au bout d'une heure. Elle a surtout pénalisé les travailleurs matinaux. Il s'agissait pour les agents grévistes de marquer leur mécontentement concernant la non-revalorisation de leur régime indemnitaire. Et le centre de vacances d'EDF à Anse-Bertrand est en grève. Le syndicat Force ouvrière réclame l'arrêt des agressions verbales et des différents comportements déviants de la part du président du conseil d'administration, ainsi que l'application de plusieurs accords qui ont déjà été signés. On écoute à ce sujet les précisions du responsable du personnel, Eugène Malongo, qui a pu retrouver sur place Patrick Curie. Là, cette situation-là, nous avons là. Parce qu'il faut savoir que nous travaillons à des centres de vacances, nous travaillons bel butin. C'est vitrinaire les agents EDF. Mais nous avons souffrance depuis tantôt. Nous avons fait des négociations avec la direction là, mais il faut cette direction là, c'est syndicaliste. Tous les syndicats de Guadeloupe ont dans direction là ça. Et chaque fois nous rencontrons ces messieurs, c'est eux qui ont fait tête en nous. Depuis 1983, centre là ça a ouvert. Depuis 1983, ils ont fait G avec Moulins Bertrand. Je dis, je mon délégué syndical, en cas négocier ces messieurs, ils ont signé les accords, ils n'ont pas qu'à appliquer. Non seulement ils n'ont pas appliqué, ils ont viré assis nous, ils ont méprisé nous, ils ont humilié nous, ils ont fait des harcèlements assis nous, nous lasse. Je dis, nous avons laissé ces messieurs de mettre autour d'une table avec des responsables, des moniques qui signer un accord. Pour nous sortir en situation nous là. Parce qu'on ne peut pas dire. Nous travaillons dans des conditions que nous-mêmes nous mettons en place. Parce que nous sommes des professionnels. Mais en ce qui concerne le matériel, tout est parti à l'abandon. Nous avons une cuisine centrale. Petit à petit, ils ont détruit. Et je dis jour, service vétérinaire, ferme la cuisine là. Là, nous avons trouvé que c'est un personnel qui est un lari là. Est-ce qu'on dit ça normal?
Ça pas normal. Nous commandons ça, respectez-nous si gouttes. Je suis syndicaliste, je ne suis pas patron, je suis syndicaliste avant tout, respectez les droits syndicalistes. C'est ça qu'on commande ici là. Et puis un mot sur cette bonne nouvelle. Le jeune de 14 ans, Richard Mir, qui était porté disparu, a été retrouvé hier sain et sauf. L'adolescent placé en famille d'accueil était allé retrouver sa mère biologique avec laquelle il s'est présenté au commissariat. Et nouvelle mobilisation au CHU de Martinique. Les médecins ont manifesté pour la défense de l'hôpital public, mais plus globalement pour la santé. Plusieurs actions ont été organisées ce matin sur les 3 sites, Trinité, Mangovulsin et Laménard. Partout, le même constat, manque de moyens humains et financiers. Reportage Alizé Lutran, Guy Raphaël René. Barrage filtrant à l'entrée du site, seul un service minimum est assuré. Le personnel soignant pointe du doigt ses conditions de travail et accuse aujourd'hui la direction de faire mourir à petit feu l'établissement en attendant la mutualisation prévue des services vers l'hôpital Pierre-Zob d'Akitman. Nous arrivons à des situations vraiment rocambolesques où, à telle enseigne, à titre d'exemple, nous n'arrivons pas à encaisser les recettes de l'hôpital. Le système d'information n'est pas exploitable, qui est obsolète et qui est en panne régulièrement depuis 3 ans. Mais il faut tout pour nous obliger à dysfonctionner. La fusion a fait la démonstration de l'incompétence et du dysfonctionnement que ça a créé, toutes les conséquences graves que ça a en termes de prise en charge. Nous souhaitons qu'il y ait un débat public. Nous souhaitons qu'il y ait une véritable discussion avec la direction de ce CHUM sur l'avenir de l'hôpital de Mangovulsin. Un enterrement auquel disent également assister les médecins de l'hôpital Pierre-Zob d'Akitman. À midi pile, les chefs de service ont symboliquement déposé leur blouse. En dessous, la couleur du deuil, celle de la mort selon eux, de l'hôpital public et de la santé en Martinique, où le désert médical gagnerait du terrain. Nous avons dans certaines spécialités 40 à 50% de spécialistes en moins par rapport à la moyenne nationale. Comment voulez-vous soigner des gens, former la jeunesse martiniquaise aux métiers médicaux et paramédicaux en étant en sous-effectif permanent? Ce n'est pas possible. Les soignants sont en difficulté, il y a des cas de souffrance au travail, et il y a des cas de souffrance par conséquent aussi des patients. Il faut dire que chaque année, un quart de la population martiniquaise passe par le CHU, qui compte seulement 500 médecins. Nous sommes un territoire insulaire et nous sommes un territoire qui souffre d'une catastrophe naturelle ou d'une épidémie chaque année. On ne peut pas être jugé de la même façon lorsqu'on est dans la banlieue de Paris et lorsqu'on est à 7000 km. On a eu par le passé des plans centrés outre-mer, on en a eu 2, aucun n'a été respecté. On nous demande de faire des assises. Bon, on n'y croit plus. On n'y croit plus. Nous donnons le maximum pour notre population. Au bout d'un moment, c'est au gouvernement de faire sa part du travail. Même son de cloche à l'hôpital de Trinité, où seul le service des urgences est en débrayage depuis lundi. Ici, on déplore, depuis plusieurs mois déjà, une détérioration des conditions de travail et un manque d'effectifs. Un manque d'infirmiers, un manque d'AS et le respect du planning des aides-soignants. C'est pas respecté. Les repos fériés et les RTT sont utilisés comme des repos. Depuis le 31 août, on a déposé un courrier à la DRH. Jusqu'à ce jour, on n'a pas de réponse. Pour ne pas pénaliser les patients, la prise en charge est toujours assurée sur les 3 sites. Les blouses blanches attendent de toute urgence des prises de position concrètes de la part de l'État. Et dans 2 jours, s'ouvrira au WTC à Jarry un séminaire sur la problématique de l'eau en Guadeloupe. Une table de réflexion organisée par le comité de défense des usagers de l'eau avec le soutien de l'Office de l'eau de la Guadeloupe. Pour nous en parler ce soir, Bernard Jouglin. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes invité dans le cadre de ce séminaire en tant que directeur général médiation eau. Il s'agit d'une institution nationale, une antenne qui devrait ouvrir dans les prochaines semaines en Guadeloupe à Pointe-à-Pitre. En quoi la médiation peut-elle apaiser les esprits échaudés? Quel est le rôle de la médiation en Guadeloupe concernant la problématique de l'eau? Eh bien, écoutez, je vais d'abord essayer de vous expliquer en quoi consiste la médiation de l'eau au niveau national et puis ensuite comment on pourra la décliner dans la problématique de la Guadeloupe. Bon, la médiation de l'eau, c'est une médiation qui a été créée en 2009 pour rechercher des solutions amiables aux litiges qui opposent les abonnés consommateurs des services d'eau aux gestionnaires de ces services. Le but, c'est évidemment d'éviter le recours à la voie judiciaire qui est souvent plus longue et plus coûteuse. Cette médiation, aujourd'hui, elle est accessible à 86% de la population. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2016, le statut de la médiation a changé puisque maintenant nous sommes dans le cadre de la médiation de consommation.
La médiation de consommation, c'est quoi? C'est la conséquence d'une directive européenne et c'est essentiellement 3 points. Le premier point, c'est un recours gratuit pour le consommateur à un médiateur reconnu. Le deuxième point, ce sont des exigences pour la reconnaissance du médiateur. Ces exigences, c'est l'indépendance, l'impartialité, la compétence, l'efficacité. Et le troisième point, ce sont des obligations pour les opérateurs des services d'eau et d'assainissement qui sont de communiquer les coordonnées du médiateur auquel ils se rapportent dans leurs contrats, donc dans les règlements de service, dans les contrats d'abonnement ou dans les réponses aux réclamations des abonnés. Voilà en quoi consiste la médiation de consommation, mais c'est donc un dispositif qui est très encadré, qui répond à un processus réglementaire et qui nous a conduit ces dernières années à constater que dans la plupart des litiges que nous traitions au niveau de la médiation de l'eau, dans 80% des cas, nous arrivions à trouver des propositions de règlement amiable qui satisfaisaient les deux parties, aussi bien l'abonné, le consommateur, que le service. Comment ce service va-t-il se mettre en place en Guadeloupe? Alors, en quoi va-t-on pouvoir le mettre et comment va-t-on le mettre en place en Guadeloupe? La médiation de l'eau, telle que je viens de vous la décrire au niveau national, vous avez compris que c'est un dispositif huilé, une mécanique industrielle qui répond à des exigences. Dans le cadre de la problématique de la Guadeloupe, ce que l'on comprend, c'est qu'il y a des besoins de proximité, d'écoute des consommateurs pour les aider éventuellement à mieux introduire leur saisine dans le dispositif de médiation. Il y a également, lorsque le médiateur rendra un avis, une proposition de règlement amiable, le fait de leur expliquer l'argumentaire du médiateur pour bien comprendre pourquoi une facture qui a priori est rejetée par le consommateur, refusée, peut effectivement ou l'être, ou totalement, ou partiellement, ou pas du tout. On connaît la problématique en Guadeloupe de ces factures au prix prohibitif qui ont été présentées à certains clients. Est-ce que cette problématique sera prise en compte également par ce service ici? Alors, la médiation ne peut pas intervenir sur les dispositions réglementaires, sur les délibérations qui sont prises pour fixer l'organisation du service. Et la question que vous me posez par rapport au prix, ce sont les autorités organisatrices du service de l'eau ou de l'assainissement qui décident du prix. Donc ce prix-là n'est pas contestable en soi devant la médiation. En revanche, ce qui peut être contestable, c'est une erreur de facturation. Si un mauvais tarif est appliqué, à ce moment-là, le médiateur peut intervenir. Voilà le champ dans lequel nous pourrons intervenir. Alors, je n'ai pas répondu effectivement à votre question. Comment ça va se mettre en place de façon pratique en Guadeloupe? Eh bien, ça va se mettre en place au travers d'une convention qui va être signée entre la médiation de l'eau au niveau national et l'Office de l'eau de Guadeloupe, le Conseil départemental de la Guadeloupe. L'objet, c'est effectivement de mettre en place donc un correspondant local qui sera à la fois l'interface avec les consommateurs, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, et la médiation de l'eau au niveau national. Voilà en quoi cela va consister. Une antenne qui sera mise, je l'ai dit tout à l'heure, prochainement à Pointe-à-Pitre. Avons-nous une date, une échéance? Oui, tout début novembre, là, dans le courant du mois de novembre. Je suis là aussi pour examiner les conditions avec l'Office de l'eau, enfin les modalités de mise en œuvre. Les conditions sont réglées puisque nous signons une convention. Merci Bernard Jouglin d'avoir accepté de répondre en tout cas à nos questions. Ce soir, une autre problématique qui concerne la pêche. Après avoir répondu à l'appel à projet lancé par la Commission européenne, la région Guadeloupe est devenue chef de file du projet Orfish. Il s'agit d'un projet qui vise à atténuer les pressions de la pêche sur les ressources côtières. La première séance de travail a eu lieu aujourd'hui à l'hôtel de région Basse-Terre. On regarde le reportage d'Anne-Elisabeth Hartsen qui était sur place. Une dizaine de partenaires s'étaient donné rendez-vous à l'hôtel de région pour ce premier workshop autour de la pêche. Nous avons initié ce séminaire pour pouvoir partager, échanger et bien entendu avoir l'expertise des autres régions ultra-périphériques, puisque vous connaissez la problématique des pêcheurs et nous avons pris ce sujet à bras-le-corps pour pouvoir bien évidemment aider et partager et améliorer les conditions des pêcheurs en Guadeloupe. Ce réseau d'échange sur les techniques de pêche compte notamment parmi ses membres le représentant des Açores, l'occasion pour lui de partager l'expérience de sa région
tout en élaborant des pistes communes. On doit être créatif pour développer des autres activités. On a parlé sur pêche-tourisme, on a toute la législation aux Açores, on a aussi des pêcheurs qui fait beaucoup d'argent avec les tourismes et on peut changer cette expérience ici. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec cette activité. Développer des techniques de pêche innovantes, proposer une alternative de pêche responsable dans nos régions ultra-périphériques ou encore la création d'un label pour la commercialisation du poisson. Autant de pistes évoquées pour une croissance bleue et le développement de la pêche durable. Et restez avec nous sur ATV Guadeloupe. Dans quelques minutes, nous le verrons, renouer les liens familiaux dans le Nord-Bas-Terre. C'est l'initiative lancée par le conseil départemental à Sainte-Rose aujourd'hui. Et puis nous embarquerons à bord du navire Yersin de Monaco qui est en ce moment en Martinique, véritable laboratoire marin qui étudie les sargasses. Mais avant, comment se débarrasser de ces déchets verts et de ces encombrants suite au passage de l'ouragan Maria? Certaines villes s'y retrouvent, c'est le cas de la ville de Saint-Claude. On regarde le reportage d'Anne-Elisabeth Artsen. Les agents communaux s'activent pour redonner à la ville son aspect d'avant le passage de l'ouragan. Juste après le passage de Maria, on a commencé à déblayer, faire le nécessaire, quoi. Mais par rapport à la quantité de déchets, on n'avait pas d'autre solution que de mettre là. La chute de nombreux arbres et l'accroissement de ces déchets verts ont poussé la ville à utiliser un site provisoire en attendant sa destination finale. Donc ce qui a été mis en place, c'est de collecter les déchets verts et le déposer sur la plateforme de Font-Vaillant, du stade de Font-Vaillant, puis de le transvaser vers Verdé au niveau de Trois-Rivières. Il faut dire également que la communauté d'agglomération a réquisitionné deux sociétés qui font cette collecte sur le territoire. En collaboration avec les services techniques et les deux sociétés mandatées par la CNBT, la ville de Saint-Claude semble avoir trouvé une solution alternative pour ces déchets verts. Et près de 200 familles considérées comme sensibles étaient conviées aujourd'hui à participer à une journée d'activités culturelles et sportives à l'habitation Laramée à Sainte-Rose. L'occasion de renouer les liens familiaux, une initiative lancée par le conseil départemental et ses partenaires, acteurs sociaux de terrain dont l'association Animobile du Nord, Basse-Terre, reportage Karen Diama. Le quotidien parfois compliqué de cette mère de famille ne lui avait jamais laissé l'opportunité de se payer les cours de gros cas qu'elle voulait tant. Grâce à la journée de détente offerte par certains partenaires sociaux, son souhait s'est réalisé. Ça fait la deuxième fois, mais franchement j'apprécie parce que me retrouver avec mes enfants, pour une fois, elles ne sont pas devant leur ordinateur, devant leur tablette, on est en plein air, c'est magnifique, elles ne se disputent pas et en plus on participe à des activités que moi je ne peux pas forcément leur offrir. Donc pour la première fois, elles découvrent par exemple là le gros cas. Voilà, donc on est content, moi j'aime bien, j'apprécie beaucoup. Comme elle, d'autres familles ont pu accéder à plusieurs activités de détente. Cette journée de détente, elle est offerte aux familles. C'est pour qu'on puisse aborder un certain nombre de choses autrement. C'est-à-dire qu'on va demander aux familles de participer par exemple à des activités artistiques, sportives, mais en famille, pour partager quelque chose avec les enfants, papa, maman, enfants, grands-parents, mais ensemble on fait des choses. Parce que très souvent, les parents emmènent les enfants à une activité et eux, ils vont faire leurs petites affaires et reviennent les chercher. Là, c'est le moment, un temps qu'on prend pour échanger ensemble en famille. On va participer au débat parce qu'il y a des ateliers qui sont un atelier Ticosé qui est animé par M. Otto. C'est en famille qu'on va prendre part aux discussions, aux échanges, par exemple, sur Internet, sur le numérique. On va jouer ensemble au tambour, on va jouer ensemble, on va apprendre ensemble à raconter des contes. Cette première édition a réuni une vingtaine de familles et de partenaires socio-professionnels et a permis de renforcer les liens familiaux. Introduit en Martinique et en Guadeloupe, l'acacia Saint-Domingue est devenue une espèce envahissante. Du coup, différentes stratégies sont mises en place pour s'en débarrasser en Guadeloupe. Karen Diama a suivi les efforts d'une équipe en lutte contre ce que les Guadeloupéens appellent couramment le zacacia. C'était sur le site de Gacheta pour lui. On regarde son reportage.
Espèce nuisible, l'acacia Saint-Domingue a envahi le site écotouristique du lac de Gachette. Pour faire face à cette prolifération, le conseil départemental a entamé une vaste opération de reboisement. Au regard du contexte de changement climatique, on est sur un site exceptionnel que les Guadeloupéens méconnaissent certainement. C'est le site de Gachette, donc le plus grand plan d'eau douce de la Caraïbe. Et c'est vrai que dans cette zone-là, on a des reliques, des forêts sèches, etc., qu'on ne retrouve pas ailleurs. Donc la collectivité départementale, dans son action de préservation de l'environnement, de protection, a intérêt à préserver ce patrimoine-là. Une équipe de 4 ouvriers s'est donc chargée de tout l'aspect horticole de l'opération, sous la houlette de l'Office national des forêts. On passe dans chaque layon, en gros on a marqué les layons avant, et là on passe pour rebaser les acacias, parce que ce sont des espèces, comme je vous ai dit, qui sont envahissantes pour les plantes qu'on doit planter, et c'est pour valoriser plutôt le site, en gros, avec certaines espèces. Ce sont donc 5000 plantes différents que l'équipe s'attelle à replanter depuis quelques jours. Nous sommes effectivement en train de procéder à une plantation sur le site de Gachette. Donc on a plusieurs parcelles sur le site sur lesquelles on va implanter plus de 5000 plants. Donc aussi bien des fruitiers que des forestiers, plus le mangle médaille qu'on va installer dans les parties humides. Et en fait l'objectif c'est de remplacer l'acacia Saint-Domingue qui occupe toute la place et d'avoir une meilleure biodiversité, donc floristique mais aussi faunistique, puisqu'on aura un peu plus d'espèces animales. Et on pourra aussi ramener les abeilles, puisque là on a quelques espèces mellifères. L'opération s'achèvera le 14 novembre prochain. Et direction tout de suite la Martinique où le Yersin de Monaco est amarré en ce moment au port de Fort-de-France. Il s'agit de l'un des navires scientifiques de la principauté de Monaco qui étudie les océans aux 4 coins du monde. Des élèves de la commune du Prêcheur ont pu le visiter. Je vous propose de les accompagner. Est-ce que vous pensez que c'est possible, selon vous, de traverser un océan à la rame ? Certains le croyaient impossible, et pourtant, elle l'a fait. Maude Fontenoy est la première femme à avoir traversé 2 océans à la rame, seule dans son embarcation. Un voyage qui a renforcé son amour pour le Grand Bleu et qu'elle souhaite transmettre à la jeune génération. C'est très important pour nous et pour la Terre. J'ai appris que c'est pas la forêt qui nous donnait de l'air, mais c'est la mer. Et j'ai appris à nous donner beaucoup de choses. Il ne faut pas jeter des choses qui ne vivent pas dans la mer. Et il ne faut pas jeter du plastique ou bien des papiers bonbons, des chewing-gums. Je considère vraiment que l'éducation, c'est la clé du changement. Personnellement, quand j'ai croisé au large de l'Antarctique un frigo nageant entre 2 eaux, quand j'ai vu de mes propres yeux le fameux 7e continent de déchets qui est entre Hawaï et la Californie et qui représente 5 fois la taille de la France, tu te dis que sur Terre, tu as vraiment un vrai rôle. Moi, les océans, je les aime depuis toujours et je me dis qu'en faisant passer ma passion, en leur expliquant combien les océans, c'est avant tout la survie des hommes, parce que ça nous apporte déjà la nourriture que l'on mange, ça nous apporte l'oxygène que l'on respire, la régulation du climat, près de 22 000 médicaments qui viennent du Grand Bleu. Pour toutes ces raisons, on aime la mer, mais surtout on doit la protéger. Sur ce bateau de 77 mètres de long venu tout droit de Monaco, une vingtaine de scientifiques vont mener des explorations sous-marines pendant 3 ans tout autour de la planète. Sandrine Ruiton fait partie de l'équipe. Son rôle est d'étudier les bancs de sargasses que ses enfants connaissent bien et pas forcément pour les bonnes raisons. Moi j'ai insisté sur le fait que ces radeaux de sargasses, lorsqu'ils sont au milieu de l'Atlantique, c'est vraiment une richesse pour l'océan parce que c'est des oasis de vie. On y voit plein de poissons, il y a plein de crevettes, il y a plein de crabes. Donc c'est vraiment une ressource inestimable pour l'océan. Bien évidemment, ça devient une grosse nuisance lorsque ça s'échoue à la côte. Et ça, eh bien, il faudrait vraiment trouver une solution efficace dans la gestion de ces échouages. Mais voilà, j'ai voulu insister sur le rôle écologique de ces radeaux de sargasses. La visite se poursuit un étage plus bas dans les laboratoires. C'est ici que sont analysés les échantillons prélevés pendant les explorations. En la matière, la zone Caraïbe offre de nombreuses richesses. Les espèces de coraux en Caraïbes sont très différentes des autres espèces du Pacifique. Donc c'est très intéressant à étudier. Également, il y a des monts sous-marins, et notamment au nord de la Guadeloupe, qui sont intéressants à étudier puisqu'on ne connaît rien sur la faune planctonique qui existe. Direction enfin le poste de navigation. Cette carte retrace l'itinéraire parcouru.
Depuis son départ en juillet, à chaque escale, le Yersin propose des visites aux enfants, une fierté pour le commandant du navire. Aujourd'hui, quand le prince de Monaco s'implique dans une mission scientifique, quand il s'implique dans une problématique comme les sargasses qui frappent la Martinique, il s'implique pour les enfants, car c'est les enfants de demain qui seront là et qui pourront continuer d'agir selon des choses qui leur ont été montrées, expliquées grâce à Monaco. L'équipage du Monaco Exploration s'établit pour 3 mois en Martinique afin d'étudier les fonds marins de la Caraïbe, avant de poursuivre son périple dans le Pacifique Sud, au large de la Colombie. Et puis sachez que le prince Albert de Monaco devrait rejoindre la Martinique dès ce soir. Et c'est l'heure des informations pratiques maintenant. La Guadeloupe est toujours placée en vigilance jaune pour fortes pluies et orages jusqu'à demain. Soyez donc prudents sur les routes. L'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain face à la mairie du Moule de 8h à 12h30. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 60 11 2 fois le numéro de la rédaction d'ATV Guadeloupe. Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Mais avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce jeudi 26 octobre. À la une ce soir, nous l'avons vu, une visite présidentielle mouvementée pour le président de la République Emmanuel Macron. L'association des maires a boycotté son arrivée avant d'accepter finalement une rencontre en fin de journée, tandis que plusieurs centaines de manifestants étaient dans la rue pour réclamer l'application de l'accord de Guyane. Et les locataires de la Jaille à Bemao sont passés à l'action. Ils ont occupé la voie publique ce matin ainsi que la mairie pour dénoncer une tentative de spoliation de la SICOA. Ils accusent le bailleur d'empoisonnement à l'amiante. Le Kazakia de Saint-Domingue a envahi la Guadeloupe, à Gachette à Port-Louis. Le département a lancé des travaux pour s'en débarrasser afin de rendre ce site plus agréable car il envisage des projets écotouristiques pour cette partie de l'archipel. Et nous l'avons vu tout à l'heure, il s'agit du Yersin de Monaco qui est amarré en ce moment à Fort-de-France en Martinique. Il s'agit de l'un des navires scientifiques de la principauté de Monaco qui étudie les océans aux 4 coins du globe. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve demain à 18h45.